Alors, nous allons aborder la deuxième partie de notre débat pour attirer et retenir ces nouveaux profils. Claude, vous avez développé un dispositif tout à fait particulier qui vous a valu ce prix du DRH disruptif en 2017, remis par l'ANDRH, un dispositif tout à fait particulier grâce aux outils numériques pour embaucher, je crois à l'époque, c'était des directeurs artistiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que c'est tout à fait symptomatique aujourd'hui d'une nouvelle tendance d'aller chercher ces talents. J'en parle avec plaisir. C'est une expérience aujourd'hui qui est couronnée de succès, alors qu'au départ, nous n'avions probablement que des obstacles à franchir. Ce métier de directeur artistique, il est au cœur d'une maison de disques. Il s'agit de dénicher les nouveaux talents. Oui. Donc de trouver des artistes qui vont créer la chanson qui va changer la vie des gens demain. Alors comment ? Aujourd'hui, nous n'avons pas de formation initiale ni de formation continue sur ces métiers. Donc on a fait un constat qui est de dire comment allons-nous embaucher une nouvelle personne quand il n'y a pas de diplôme. Nous avons fait 3 choses extrêmement simples et à la fois extrêmement innovantes à l'époque. Nous avons communiqué par la vidéo. On a considéré que l'image était l'outil le plus moderne de communication. Nous avons fait une vidéo de 60 secondes qui expliquait en quoi consistait le métier de directeur artistique dans une maison de disques. Et nous avons encapsulé cette vidéo de 60 secondes sur Shazam, qui est une appli qui permet d'habitude de reconnaître des chansons. Il y a une option vidéo sur Shazam, et on a diffusé notre offre d'emploi vidéo sur Shazam. On a reçu 60 000 candidatures, 60 000 vidéos de candidats, à qui on avait demandé une chose extrêmement simple. Répondez-nous uniquement par une vidéo de 60 secondes qui exprime votre passion pour la musique. Nous ne voulons rien d'autre, ni CV, ni nom, ni prénom, ni adresse, ni expérience. On a fait une deuxième chose un peu disruptive. On a demandé à la communauté des 60 000 candidats de prendre eux-mêmes la décision des candidats qui allaient passer l'étape suivante. Et puis on a fait une troisième chose qui, somme toute, maltraitait un peu les codes habituels français du recrutement, c'est que cette opération coûtant extrêmement cher, on l'a fait financer par un sponsor, qui est une banque française mutualiste, qui nous a accompagnés dans ce projet, qui a payé les recrutements de Sony Music, alors qu'elle ne recrutait personne. Pourquoi elle l'a fait ? Elle l'a fait pour 2 raisons. D'abord, la dimension recherche et développement du process de recrutement. Ça lui a permis d'expérimenter sur un terrain hors sol des choses qu'elle pourrait peut-être impliquer, intégrer dans sa propre culture de banque. Et la deuxième des choses, c'est qu'en termes d'image, vous êtes une banque fédérale et vous vous accordez l'opportunité d'investir sur un process de recrutement totalement disruptif dans le monde de la musique. Vous vous doutez bien que dans la tête de vos clients, de vos actionnaires, de vos sponsors, de vos collaborateurs, c'est le monde du futur. Et ça, en termes d'image, les retombées sont formidables pour cette banque. C'est bien mieux qu'un spot de 30 secondes, donc si je vous écoute bien, à 1 heure de grande écoute, sur des chaînes nationales. Bénédicte, est-ce que ça, on peut le dupliquer ? Parce que vous avez entendu la recette, hein, une vidéo, une décision qui est inversée en quelque sorte, c'est la communauté qui se vote, qui se choisit elle-même, et puis éventuellement un sponsoring. Est-ce que vous pensez qu'à part des métiers, encore une fois, directeur artistique, dans des niches hein, comme l'édition musicale, on peut dupliquer ce genre de processus pour dénicher les talents ? Alors j'allais dire oui et non. Oui. Non, on ne peut pas dupliquer parce que c'est extrêmement propre au métier de Sony. Oui. Et ce que j'aime beaucoup quand tu racontes le projet, c'est de dire avant on recrutait autrement dans un milieu un peu endogame et ça ressemblait pas à ceux qui allaient écouter notre musique et donc on voulait que ce soit eux qui reprennent la main sur ça. Et donc non, parce que tout le monde ne travaille pas dans la musique, mais oui, parce que c'est être audacieux et essayer de mobiliser la techno sur un sujet clé pour l'organisation. Parce que trouver les talents, c'est juste la clé de l'industrie musicale. Mais cette année, on a montré que c'était aussi possible de le faire autrement. Celui qui a remporté le prix du DRH numérique a réussi à répondre à un sujet qui était aussi cœur de son activité. C'est le groupe Ops qui distribue des flyers publicitaires. Et son sujet, c'était de dire, moi, mon sujet, c'est j'ai besoin de personnes qui distribuent ces prospectus. Pour autant, c'est par nature des emplois peu qualifiés, peu rémunérés, sur du temps partiel très limité, très contraint. Et je dois trouver une solution au temps non travaillé. Donc de la même façon de dire je vais faire financer mon recrutement par une banque mutualiste et les candidats vont se choisir eux-mêmes à un moment, le fait de dire je vais trouver une solution pour le temps non travaillé de mes collaborateurs parce que si je veux les fidéliser, il faut que je les aide à trouver un job complémentaire à proximité, parce qu'on en entend parler, mais l'essence, ça peut être un sujet. Et donc de dire, je trouve une appli qui existe ou que je construis moi-même, en l'occurrence, Ops l'a construit là moi-même, pour dire, je vais pouvoir rendre accessibles des jobs disponibles, géolocalisés, en fait, autour.
Et donc ça va répondre. Donc non, pas exactement avec Shazam, mais oui, c'est une désobéissance qui réussit, c'est ce que nous disait le lauréat. C'est duplicable si le DRH est audacieux et socialement responsable. Bon, enfin une désobéissance qui marche. Comment on fait cohabiter, en quelque sorte, ces nouveaux talents qu'on est allé chercher, qui ont parfois une assez haute estime d'eux-mêmes, et puis tous les autres, première question. Et deuxième question, comment on les articule avec le DSI ? Ils auront besoin, évidemment, de collaborer avec les systèmes d'information. Claude. Alors, cette cohabitation, c'est le sujet le plus complexe, je trouve, aujourd'hui, qui nous est posé, nous, fonction RH, au cœur de cette mutation technologique. Moi, je vais répondre à cette question avec beaucoup d'humilité. J'ai fait plus d'erreurs que de choses qui ont marché ces derniers temps sur cette cohabitation. Néanmoins, au jour le jour, en essayant des choses, avec une autorisation de la direction sur l'échec, nous mettons ces gens-là ensemble, non plus avec des liens hiérarchiques, mais avec une envie de travailler par mode projet. Donc, je m'inspire de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité qui l'ont fait avant nous. Je pense aux SS2I, aux sociétés de conseil en informatique. Travailler en mode projet et systématiquement apporter de la reconnaissance à chacun. Ensuite, on a expérimenté une deuxième chose, c'est s'intéresser au temps faible des collaborateurs. On a effectivement toujours la recherche de la performance chez l'individu et pour l'ensemble du collectif. Nous, on s'est aperçu que quand on accordait beaucoup d'attention et de bienveillance à quelqu'un qui traversait une séquence difficile, il allait souvent être extrêmement performant dans la séquence qui allait suivre ce temps faible. On s'est aperçu que là, on crée un lien social dans l'entreprise qui allait bien au-delà des représentants du personnel. C'est un vrai tissu social qui se reconstruit. Alors la formation, bien évidemment, pour cohabiter et puis raccommoder un peu tout le monde face à ces disruptions est absolument essentielle à l'heure de la révolution numérique. Et vous, là, les DRH, vous devez l'anticiper et les mettre en place, Bénédicte. Oui, mais j'allais dire la formation elle-même est bouleversée parce que il faut apprendre au moment. Donc il faut former la formation. Oui, alors en fait, il faut se transformer en allant vers du développement des compétences et ouvrir aussi tous les chakras pour dire on va développer les compétences. Alors c'est à la fois complètement neuf et très ancien par le compagnonnage, c'est-à-dire la formation en situation de travail, c'est dire on va apprendre les uns les autres, moi une expérience, toi des compétences technologiques peut-être avancées. On va apprendre des gestes professionnels par exemple avec un casque de réalité virtuelle qui va permettre à quelqu'un de plus expérimenté à distance de m'aider à faire un diagnostic. Donc il faut effectivement repenser la montée en compétences, une montée en compétences plus rapide, plus fluide, qui permette, et c'est ça la difficulté, de bien prendre chacun au niveau où il est. Ce qu'expliquait très bien Orange tout à l'heure, en disant il faut pas essayer de mettre une couche de digital sur des nouveaux talents, parce que finalement on a tous des compétences qui sont déjà là, et de la même façon qu'on apprécie celui qui nous propose quelque chose qui correspond exactement à nos goûts, la formation c'est intéressant quand ça vient compléter exactement ce qui nous manquait, et qui va nous servir immédiatement en situation professionnelle. Donc il faut penser une formation plus intelligente, j'allais dire, et plus efficace. Et ça, c'est à la fois passionnant et en même temps un nouveau continent, en fait. Alors, il y a la formation professionnelle, la formation continue, et puis évidemment la formation initiale. Et bien à ce propos, ce que je vous propose, c'est que nous regardions un petit reportage pour voir comment aujourd'hui les écoles s'adaptent à cette nouvelle donne, ce que recherchent les RH à l'heure du numérique. Et donc les équipes des Éco-Publishing sont allées sur un campus, c'est du côté de l'Essonne, aller voir ce que fait actuellement l'Institut Mines Télécom Business School sur une double formation en quelque sorte. D'abord une école de commerce, mais aussi bien évidemment d'être totalement affûté d'un point de vue techno. Allons-y. L'Institut Mines Télécom, c'est en fait 8 écoles d'ingénieurs. Et au milieu de ce groupe d'écoles d'ingénieurs, il y a une école de management, Institut Mines Télécom Business School. On est d'abord une école de management, une école de commerce. Nos étudiants font de la comptabilité, de la finance, des RH. Mais nos managers, ils sont matinés de technologie et d'ingénieurs. Et puis on a surtout, dans l'ensemble des disciplines d'une école de management, une lecture au travers du digital, au travers de la transformation numérique. Le numérique n'est plus un domaine vertical d'acteurs, d'opérateurs, d'intégrateurs informatiques, mais bien une dimension horizontale qui irrigue tous les secteurs économiques et toutes les fonctions de l'entreprise. Et le besoin que l'on voit aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'être capable d'intégrer cette dimension de la transformation numérique au sens large, dans l'ensemble des domaines d'activité et dans l'ensemble des fonctions. Donc il reste une demande très forte de consultants en transformation numérique, mais on a aussi besoin de responsables RH, de marketeurs, de gens qui font de la stratégie, de financiers, qui intègrent complètement cette dimension numérique. En fait, il faut qu'on forme des gens qui savent vivre
et comprendre les données. Ce n'est pas forcément eux qui vont créer les algorithmes d'optimisation des données. Par contre, quel que soit leur rôle dans les organisations, il faut qu'ils aient parfaitement conscience de ces enjeux de la donnée, de ce qu'ils peuvent faire avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, avec la robotique, et de toutes les implications que peuvent avoir ces technologies-là. Nos étudiants, ils auront besoin de compétences, ils exerceront des métiers dans 10, 15, 20 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Il faut qu'on leur apprenne à faire face à l'incertitude, à faire face à la complexité, à faire face au mouvement et être en avance sur ce mouvement. On a été sans doute une des premières écoles à créer un incubateur complètement dédié aux étudiants. Notre incubateur est intégré dans la pédagogie. Et on a créé plus de 180 entreprises avec cet incubateur, dont certaines sont des très belles réussites. Nous, une des problématiques qu'on a à l'école, c'est de garder nos étudiants à venir en cours à la fin de l'année scolaire parce qu'ils ont déjà signé un CDI. À 6 mois, 99% de nos étudiants sont en entreprise. Donc ça, c'est un vrai critère où le marché de l'emploi nous renvoie le fait que nos formations, nos approches sont ce qui est attendu aujourd'hui. Et maintenant, notre enjeu, c'est d'anticiper sur ce que seront les besoins et les attentes dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette double casquette en formation? Sur le papier, c'est l'idéal. Dans la vraie vie, ça l'est aussi, Claude? Moi, je suis admiratif de cette capacité qu'a une école à mélanger ces deux univers-là. Je voudrais qu'on soit attentif à deux choses. Que ce ne soit pas uniquement réservé à une élite. Il ne faut surtout pas oublier que les mutations technologiques doivent permettre le mieux de tous. Là, et non pas le droit d'école. Hein. Absolument. Donc, avec beaucoup de boursiers. Moi, avec beaucoup de boursiers, précise voilà, Bénédicte. C'est vraiment un modèle économique que j'avais eu la chance de recruter des jeunes qui venaient de cette formation. Et j'avais découvert que c'était aussi une école qui avait une vraie dimension sociale. Donc voilà, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'était... Bon, il n'empêche ne pas seulement favoriser les fonctions les plus hautes. Hein. C'est important. C'est important d'imaginer qu'effectivement, on va être plutôt intégrateur que sélectif. La deuxième des choses, il faut rester extrêmement vigilant sur cette notion de transmission. La formation est importante, avec un rapport sachant-apprenant, mais je crois, moi aussi, beaucoup, voire davantage à la notion de transmission, avec une réciprocité des positions en interne dans l'entreprise. C'est la notion de don contre don, et quelque chose qui est très important, on l'expérimente aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, les circuits courts. Les circuits courts dans l'entreprise sont extrêmement efficaces. Un centre de formation au siège pour aller former des gens sur le terrain, oui, mais encore mieux si tous ces gens-là, entre eux, passent du moment ensemble, l'unité de temps, de lieu et d'action. C'est la dramaturgie grecque, c'est notre rôle dans la fonction RH.